Nous allons terminer en beauté, au sens propre et au sens figuré, avec la dernière présentatrice qui est le professeur Burat Rivière de Toulouse, qui va nous parler du lymphodème du membre supérieur, étiologie et prise en charge chirurgicale. Monsieur le modérateur, merci beaucoup, chers collègues. Merci Ruben, comme d'habitude, pour nous avoir invités à ce congrès toujours très intéressant et ces échanges nombreux. On va voir dans le quart d'heure qui suit une autre pathologie complètement différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais toujours qui concerne fréquemment le membre supérieur, qui est le lymphœdème. Et on va regarder un peu quelles sont les étiologies aujourd'hui et la prise en charge thérapeutique de cette problématique. Alors, par rappel, vous savez tous que le système lymphatique a plusieurs rôles. Un des rôles, c'est de résorber les protéines de haut poids moléculaire, les iones et les cellules. Et bien sûr, c'est un rôle immunologique au niveau des ganglions avec formation des anticorps et défense contre les infections. C'est pour ça que quand on a un dysfonctionnement du système lymphatique, on a une accumulation, une stase lymphatique qui est responsable d'une accumulation dans le tissu interstitiel d'un œdème qui est très riche en protéines. Donc le fait qu'il soit riche en protéines fait qu'il répond très mal aux diurétiques et qu'en plus, on a un risque bien sûr infectieux qui est lié à ce dysfonctionnement immunologique. Alors, il y a des conséquences cutanées avec un épaississement majeur de la peau. Alors, si je prends le pointeur, si je le trouve... Bon, c'est peut-être celui au milieu. Ah, c'est celui. Attendez. Ah, super, merci. Donc, on a une accumulation, bien sûr, de fluide, un épaississement du derme qui se produit avec le temps, et une destruction des fibres élastiques liées au dépôt de kératinocytes dans le derme, avec une altération du transport immun qui donne aussi les hypodermites qui sont très fréquentes dans cette situation. Alors, je suis désolée, je n'ai pas que des photos de membres sup, il y a aussi parfois des photos de membres inférieurs. J'attends. Très bien. Alors, les lymphœdèmes, dans la plupart des cas, notamment le lymphodème des membres supérieurs, sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Il y en a 2/3 qui sont chez les femmes. Les lymphœdèmes primitifs sont une maladie rare. Donc, on les prend en charge dans des centres de compétences, de référence spécifiques. Merci beaucoup. C'est une pathologie qui est chronique, qui est très invalidante, qui est méconnue. Les médecins n'aiment pas trop traiter et prendre en charge le lymphœdème. C'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas de thérapeutique vraiment qui permet de guérir les patients avec une restriction importante de la vie personnelle, familiale et sociale. Les lymphœdèmes secondaires sont les plus fréquents au niveau du membre supérieur. Généralement, il est latéral lymphœdème et c'est lié à une destruction ou obstruction au niveau des ganglions ou des vaisseaux lymphatiques. Ça peut être bien sûr secondaire à une chirurgie. La radiothérapie joue un rôle aussi important en tout ça. Ça peut être des métastases, ça peut être des tumeurs primitives, le lymphome, ou alors des pathologies infectieuses comme la filariose, mais qui sont beaucoup plus rares au niveau des membres supérieurs que des membres inférieurs. Bien sûr, quand on parle de lymphodème du membre sup, c'est essentiellement le cancer du sein. C'est le lymphœdème, c'est le cancer le plus commun en France. Et on a le lymphœdème dans 13 à 28% des cas après dissection axillaire. Ça, c'est les données françaises. Et on est passé à un pourcentage beaucoup plus faible depuis qu'on fait la biopsie du ganglion sentinelle. Ça dépend aussi de l'irradiation. Il y a une latence qui va de quelques jours à plusieurs années. On dit de quelques jours jusqu'à 20 ans. La moyenne, c'est plutôt d'1 an et demi, 2 ans. Commence souvent au niveau du bras et après, ça s'étend au niveau de la main. Ça, c'est vraiment les caractéristiques du lymphœdème secondaire du membre sup. Bien sûr, il n'est pas douloureux. Quand on a un œdème douloureux du membre supérieur chez un patient avec un cancer, il faut penser soit à une thrombose veineuse profonde, soit à une récidive du cancer. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu les caractéristiques de ce lymphœdème qui se situe essentiellement, c'est un lymphœdème proximal initialement, proximal qui après progressivement s'étend à la main. Donc on peut ne pas le voir si on regarde juste la main des patientes. Le lymphœdème idiopathique, c'est beaucoup plus rare. Vous voyez, c'est 2 cas sur 100 000 habitants. Toujours prédominance féminine. Souvent, c'est sporadique. Ce n'est pas une forme familiale. Le plus fréquemment, c'est des membres inférieurs, mais on peut avoir des lymphœdèmes primitifs aussi au niveau du membre supérieur.
on retrouve très fréquemment un événement déclenchant. Ça, c'est dans tous les lymphodèmes primitifs. On retrouve, après un traumatisme, une ponction, une chaise qui tombe sur un pied, voilà, on trouve un événement déclenchant qui, après quelques jours, quelques mois, déclenche le lymphodème. On a 3 formes de lymphodème primitif, essentiellement. Un lymphodème congénital, qui n'est pas le plus fréquent, dit aussi maladie de Milroy. On naît avec, il n'y a pas de phase de latence, le bébé naît avec le lymphodème. C'est vraiment des mutations dans le système de croissance des lymphatiques, et ça intéresse plus les garçons que les filles. Il y a un lymphodème qui peut survenir entre 2 et 35 ans. Ça, c'est la forme la plus fréquente. C'est la maladie de Meigs. Et ce lymphodème précoce, atteint plus les femmes que les hommes. Quand on fait une lymphocytographie, on voit qu'il n'y a plus ou pas de système lymphatique, mais on ne se rend pas compte jusqu'à l'âge de la trentaine, 25-25 ans, après le traumatisme. Et donc, au niveau médico-légal, c'est un peu compliqué. Et après, on a un peu plus rare, le lymphodème qui apparaît après l'âge de 35 ans, toujours aussi secondairement souvent des traumatismes. Le diagnostic est clinique et c'est essentiel de faire un diagnostic précoce, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, pour qu'il y ait un succès de la prise en charge, parce qu'une fois que le lymphodème s'est installé, c'est très difficile d'améliorer les patients au niveau symptomatique. Le diagnostic, bien sûr, ça se fait en regardant le patient. Il n'y a quasiment pas de symptômes. Il y a des signes, mais les symptômes, initialement, ne sont pas fréquents. Donc, ça fait pas mal. On a une sensation de lourdeur, initialement, au niveau du membre, et la peau qui devient moins souple. Et ça peut évoluer, donc ça évolue souvent en plusieurs phases. Donc, quand on pense que le lymphodème, on le reconnaît d'emblée parce qu'on voit la peau qui ne se pince pas, le stémère, la bosse de bison, etc., attention, parce qu'initialement, ce n'est pas comme ça. Initialement, on a un œdème intermittent, qui est transitoire, dépressible, non douloureux, qui apparaît souvent à la fin de la journée, un œdème comme on a en insuffisance veineuse, en insuffisance cardiaque, disparaît au repos, en position allongée ou avec les membres surélevés. Et progressivement, cet œdème transitoire intermittent devient permanent. Il prend le godet initialement. C'est un œdème blanc, mou, qui prend le godet. J'avais mis des membres souples, mais ils ont disparu. Aussi sur les mains, on a le signe de Stemmer, qui a l'impossibilité de plisser la peau de la main sur la face dorsale des doigts. Et ça, c'est aussi un signe pathognomonique, disons, de lymphodème, d'infiltration. Et après, on a un œdème fixé. Et cet œdème fixé, on a une bosse de bison sur le dos de la main, quand c'est les membres sup, du pied bien sûr, quand c'est les membres inférieurs. On a ces plis interarticulaires qui sont très accentués. Au niveau de la main et au niveau du pied, c'est pareil. Une hyperkératose, et on peut avoir une papillomatose, une dermite pigmentée. Cette papillomatose que vous voyez ici, c'est vraiment des accumulations de lymphe. Ça, c'est très rare de le voir au niveau des membres supérieurs. On le voit plus fréquemment au niveau des membres inférieurs. Quand on a un lymphodème, il faut suivre les patients. Il faut notamment mesurer le volume du lymphodème pour voir son évolution. L'idéal, c'est d'utiliser un cylindre à eau. Donc, on mesure le volume d'eau déplacé par le membre immergé dans le cylindre. En pratique, on ne le fait jamais ça au niveau des centres. Et on utilise le périmètre au niveau du bras. Donc, il y a 2 systèmes. Soit on fait une mesure tous les 5 cm, ça c'est plutôt le système français, à partir du pli du coude. Soit on fait une mesure au niveau des métacarpes, au niveau du poignet, 10 cm en dessous du pli du coude et 15 cm au-dessus. Voilà, en gros, il faut suivre, mesurer pour voir l'évolution. Et on fait un système de mesure de tronc de cône. Il y a des systèmes actuellement qui essayent de standardiser la mesure du lymphodème. Ça, c'est une des publications de l'équipe de Montpellier qui a essayé, avec un système de laser, de faire un échantillonnage pour avoir une mesure plus fiable et plus reproductible. Alors, les recommandations professionnelles, c'est que quand on a un lymphodème à l'heure actuelle, on fait systématiquement un échodoppler veineux pour vérifier qu'il n'y a pas de compression.
On peut aussi se demander, et on le fait fréquemment, s'il n'y a pas une compression plus profonde qui n'est pas accessible à l'échographie. Dans ce cas-là, on fait un angioscanner systématique, notamment quand on a un œdème qui survient tardivement. Et on mesure aussi, bien sûr, les flux artériels distaux, parce que la prise en charge de ce lymphodème, ça va être une compression. Et donc, si on veut bien comprimer le lymphodème, il ne faut pas qu'il y ait une artériopathie sous-jacente, parce qu'on risque de décompenser l'artériopathie et de créer des troubles trophiques. La scintigraphie, c'est une exploration fonctionnelle. On l'utilise quand on a des doutes, essentiellement. Et dans le diagnostic différentiel, c'est rare qu'on l'utilise, ce n'est pas systématique. Les complications sont essentiellement les infections, lymphagite, érysipèle-mycose. On peut avoir un développement de lymphangiosarcome à partir de lymphodème. Et on a énormément, ça je dirais que c'est le plus fréquent à l'heure actuelle, de complications rhumatologiques et neurologiques liées au poids déjà du membre et au fait qu'il y a des capsulites réactives dues à l'irradiation et le fait que les malades, les femmes comme les hommes, mais quand on a ce type de pathologie, on a tendance à ne pas bouger le bras, ça pèse, ça fait pas mal à l'origine, mais on dit ne bouge pas, reste comme ça, ils restent plutôt avec le bras, ils ne le bougent plus, et au bout d'un moment, ils ne peuvent plus bouger le bras. Donc ça aggrave le lymphodème aussi. Beaucoup de complications psychologiques, impact fonctionnel, perte d'estime de soi, dépression, syndrome anxieux. Ça, l'âge moyen de ces femmes, on est autour de 45-50 ans pour lymphodème secondaire. Impact sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, c'est vraiment un problème majeur qui est souvent méconnu. On prévient les complications infectieuses comme traitement, on essaie de réduire l'œdème, de préserver l'autonomie et de préserver la qualité de la vie de cette patiente. Alors, ça c'est le traitement du lymphodème. C'est le même depuis au moins 15 ans, donc il est temps qu'on fasse autre chose. Perte de poids, ça c'est majeur. La prise de poids ou un poids exagéré, donc une obésité, contribue à avoir un lymphodème qu'on n'arrive pas à résoudre et qui ne se traite pas. La prise de poids est aussi un facteur qui porte plus à risque les femmes qui sont opérées du cancer du sein à développer un lymphodème. Donc poids plus. Compression par bandage multicouche, ça c'est quelque chose qui est la seule chose qui est validée au niveau scientifique. Le port de vêtements de compression, de manchons, de gants, qui peut réduire l'œdème. Le drainage manuel lymphatique qui, uni au reste, améliore la souplesse de la peau et la qualité de vie des patientes, mais avec un impact sur l'œdème qui n'est pas majeur. Et les soins de peau, ça c'est très important, de garder la peau souple pour éviter les fissurations et les surinfections qui sont la problématique majeure dans ce contexte. Il y a une physiothérapie qu'on peut faire dans les cas de lymphodème très important, qui est le traitement intensif, 5 jours à 2 semaines consécutives, soit en hospitalisation, soit par un kiné avec des protocoles très bien standardisés en fonction de l'efficacité de la tolérance. On met des bandages peu élastiques qui sont portés 24 heures sur 24 et on apprend aux patientes aussi à se les mettre elles-mêmes. Donc il y a beaucoup d'éducation thérapeutique pour apprendre aux patientes à se gérer elles-mêmes la pathologie parce que l'idée c'est que ne soit pas handicapant, c'est maladie chronique. Donc ça, c'est l'équipe qu'on a, nous. Vous voyez plein de femmes, d'ailleurs. Donc le médecin qui est responsable, nous, on a médecin, psychologue, la diététicienne et les kinés qui sont là avec une équipe d'éducation thérapeutique. Ça, c'est des filles hyper dynamiques. Elles vont faire du canoë, du kayak. L'idée, c'est aussi que... Pourquoi on fait ça? Parce que les femmes qui sont opérées du cancer du sein, souvent on leur dit il ne faut pas prendre la tension dans le bras qu'on a opéré, ne bougez pas trop, il faut préserver le bras, etc. Et ça crée une avalanche de complications, cette immobilisation. Donc on essaye au contraire de les stimuler à bouger et à être très actives. Donc merci beaucoup de votre attention. Merci pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Pierre. Alors vous savez que maintenant l'Occitanie qui a réuni Montpellier et Toulouse fait que c'est le premier centre mondial du lymphodème, puisque les 2 grandes villes. Alors il faut ajouter une 3e ville, c'est Paris quand même, avec Stéphane Vigne à l'hôpital Cognac-G. Donc moi je voulais juste dire pour tous les médecins qui sont là, il ne faut pas vivre le lymphodème comme une fatalité. Parce que maintenant, on arrive à une prise en charge qui est quand même, bien comme tu l'as dit, c'est des vieux traitements, mais qui marchent quand même pas mal.
La deuxième chose, je veux dire que pour vos patients qui ont des lymphodèmes, qu'ils aillent sur Internet, sur un site qui s'appelle Vivre mieux le lymphœdème. C'est une association de patients, où les patients retrouvent toutes les informations sur les nouveautés, sur les bandages, etc. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, alors, j'ai une question. Donc, c'est vrai que la chirurgie, on fait des chirurgies d'exérèse de peau quand il y a eu des résections à faire, mais je voudrais que tu nous donnes ton avis sur ce qui se passe quand même ailleurs en France, sur tout ce qui est anastomose lymphoveineuse, transplantation de ganglions d'une femme chirurgienne. Ça fait une dizaine d'années qu'on n'entend plus parler trop de ça. C'est vrai qu'il y a eu une période dans laquelle il y a eu des tentatives, notamment de transplantation de ganglions, pour essayer de voir si on n'arrivait pas à résoudre le problème. C'est vrai que c'est quelque chose de... J'avoue que s'il y avait un peu plus de recherche dans ce domaine, ça serait pas mal, parce qu'au niveau scientifique, on est quasiment à zéro. Il y a très peu d'équipes qui travaillent là-dessus. Donc il y a l'équipe de Montpellier, Toulouse, Paris, mais autrement, voilà. Il y a eu à un certain moment un chirurgien, notamment à Paris, qui transplantait les ganglions avec des énormes complications. Alors bien sûr, quand on décrit que les succès, ça marche toujours bien, et avec beaucoup de complications qui ont été un peu omis des publications initiales, donc on est revenu par rapport à ça, et notamment de lymphodèmes qui se sont créés sur le site d'explantation, parce qu'on prenait le ganglion, par exemple inguinal, pour l'implanter au niveau axillaire, et donc bon, il y a eu des gros soucis par rapport à ça. Après, il y a eu les microanastomoses qui ont été faites, vélo-lymphatique, comme tu l'as raconté. Ça reste c'est des anecdotes. Je pense que s'il y avait une recherche qui était bien faite, que ce soit chirurgicale, que ce soit par thérapie cellulaire, nous on avait envisagé ça aussi, on travaille sur ça, je pense que c'est tout à fait favorable par rapport à cette pathologie qui est complètement négligée. Moi, j'ai une patiente à La Réunion qui a été transplantée par l'équipe parisienne. Elle va très bien. Ça fait plus de 10 ans. Très bien. Elle va très bien. On est content pour elle. Voilà. Le problème, c'est toujours le nombre de complications et le pourcentage. Parce que s'il y a 20% de complications, ce n'est pas une technique qui est recommandée, disons. Après, ça dépend pourquoi. J'en ai parlé parce que donc il y a des articles dans la grande presse publique, non médicale, régulièrement. Ça date. Et maintenant, il faut mettre en garde vos patients, tout simplement. Il faut les prévenir, ne pas se fourvoyer, aller dans cette voie qui est une voie sans issue pour l'instant. Après, il faut savoir que le lymphœdème, la problématique, c'est que comme il est méconnu, on fait un diagnostic très tardif. Très tardif. Et quand c'est tardif, c'est installé, il y a une fibrose, une inflammation, c'est beaucoup plus difficile de le prendre en charge. Ça, c'est numéro 1. 2, il y a des centres spécialistes. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, on a commencé la prise en charge, ça ne coûte rien de demander l'avis, il y en a pas mal sur le territoire de centres qui commencent à faire ça, et l'idée c'est d'avoir une casistique assez conséquente pour pouvoir donner le meilleur traitement en fait. Parce que quand on ne connaît pas, on est toujours dans la prudence extrême, abstention, ne bougez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais après on crée un handicap qui n'est pas forcément fatal, comme c'était dit. C'est pas forcément fatal la problématique, on peut tout à fait vivre bien. Oui, le traitement chirurgical, effectivement, ce n'est pas des bonnes indications. On a eu un moment fait des espèces de lipectomies sous-cutanées, voilà. Alors ça a pu marcher un peu, mais enfin ça ne marche pas. On a encore des indications chirurgicales qui sont quand même assez sévères. On a encore quelques indications d'amputation de jambes sur des lymphœdèmes monstrueux, historiques, qu'on a tous croisés, et devant des complications infectieuses chroniques, téricipèles, etc. Des gens qui ne peuvent plus marcher. Et une bonne amputation peut quelquefois malheureusement les améliorer. Alors, je n'ai pas parlé de ça parce que ça, c'est rare au niveau des membres supérieurs. Mais c'est vrai qu'encore, il y a une chirurgie réductrice qui peut être faite au niveau des membres inférieurs et que malheureusement, l'éléphantiasis, parfois, ça commence à ne plus pouvoir s'habiller, ça se termine à ne plus pouvoir marcher et on a des patients jeunes. Ça, c'est des lymphœdèmes massifs rares, mais ça arrive. Les membres sup, c'est beaucoup plus rare. Qu'on arrive à l'amputation. Donc, le traitement médical reste quand même le traitement de choix, de première intention. Moi, j'avais deux petites remarques. Prise de sang et lymphœdème, parce qu'on voit des patientes, effectivement, comme tu dis, qui se protègent un bras le bras, il ne faut absolument rien faire. Même parfois sur le dos de la main, elles ne veulent pas qu'on mette une perfusion ou qu'on fasse une prise de sang. Lorsque de l'autre côté, ils ont une fistule, on est embêté. Et deuxième question, est-ce qu'on peut faire une fistule artério-veineuse pour hémodialyse sur un membre qui a un lymphœdème ? Le problème, c'est que le lymphœdème, on choisit toujours le moindre mal. S'il n'y a pas moyen de le faire autrement, on le fera.
Si y a l'emphydème à gauche, on peut faire la fistule à droite, on le fera à droite. Le problème, c'est que c'est un risque infectieux. Le premier risque, c'est les résipelles. Le risque est beaucoup plus élevé que dans les autres situations. Donc, si on a besoin, souvent, et c'est le cas pour la dialyse, mais ça peut être le cas des prises de sang répétées, etc., de prélever ce bras-là, le risque infectieux, il faut savoir que le même prélèvement sanguin chez un patient qui n'a pas de lymphœdème et le même chez le patient qui a un lymphœdème, ça n'a rien à voir. Vous avez 10, 20 fois plus de chances d'avoir une infection au point de ponction. Par contre, il faut enlever tout ce qui est un peu mythique, style il ne faut pas prendre la tension artérielle. Ça, je ne vois pas pourquoi la prise de pression artérielle devrait aggraver ou déclencher ou c'est peut-être voilà, le brassard qui est trop petit. Hein. Mais même, je te dis, le fait de bouger, de faire de l'exercice physique, ça c'est vraiment une culture complètement Très bien. différente. Merci beaucoup. Donc, il nous reste 10 minutes. Nous avons décidé avec mon co-modérateur de laisser le soin à chaque orateur de nous délivrer un ou deux messages de façon très, très télégraphique, des take-home messages. Vous avez 30 secondes pour délivrer le message. Donc, on va commencer par le docteur Lescalier. On les a. 2 messages maximum, mais de façon très télégraphique. Il ne faut Tu pas nous refaire la prends le cours un présentation. petit peu. Donc, Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ta présentation, à la lumière de ce que tu as dit et de la discussion de la salle? Eh bien, un seul message, si vous avez un syndrome de Raynaud unilatéral chez quelqu'un de jeune, vous recherchez un Hammer syndrome. D'accord, merci. Deuxième orateur, Dr Verhappen. Donc, douleur de membre supérieur chez le patient qui a une fistule artério-veineuse. Pensez en premier lieu à l'ischémie du membre supérieur, de la main. Pas penser à autre chose avant. Premier message. Deuxième message, faire un échodoppler et appeler le chirurgien vasculaire rapidement. Et la plétismographie. Et oui, ça va être trop de messages après. Très bien, merci. Docteur Le Russie. Sujet complexe, les dilatations. Voilà, la question c'était quand dilater les sténoses de l'artère sous-clavière, déjà quand elles sont symptomatiques, la plupart du temps ischémiques, quand elles sont gênantes. Et quand on retrouve un vol vertébro-basilaire isolé, il faut rechercher d'autres lésions associées avant d'imputer directement, avant de traiter directement cette sténose et être prudent là-dessus. Parfait, merci. Je crois que c'est clair. Le docteur Pernaut, de Grenoble, bien sûr. J'insiste. Non, tu ne nous refais pas la présentation, juste un ou deux messages. Non. Un seul message sur le plan de la démarche étiologique, des causes de type mécanique, on va dire cardio-artérielle, et des causes systémiques, avec en premier lieu la connectivite et la sclérodermie. Donc bilan médecine vasculaire. OK. Le docteur Laroche de Montpellier, la plus ancienne fac d'Europe en activité, je vous rappelle. La plus ancienne fac du monde en activité depuis 1210. Du monde La plus d'Europe. vieille, c'est celle de Parme, mais Parme s'est arrêtée. Oui, Salerne aussi d'ailleurs. C'était Salerne. Salerne, oui. Oui. Alors, membre supérieur, lorsque vous allez éliminer tout ce qui est porte-à-4, etc., vous êtes devant un patient qui a une maladie thromboembolique veineuse et vous devez garder les mêmes réflexes qu'au niveau du membre inférieur. C'est simple. Il faut rechercher un facteur déclenchant, traité par les anticoagulants, c'est banal, avec des durées de traitement qu'il faut programmer et faire un bilan étiologique lorsqu'il n'y a aucun facteur déclenchant et rechercher essentiellement, au-delà de 50 ans, un cancer chez les plus jeunes, le syndrome, la phlébite d'effort, la pince, mais c'est quand même rare, mais c'est facile à rechercher avec une sonde Doppler continue. Et c'est tout. Merci. Merci. Et pour terminer de nouveau en beauté, docteur Burin-Rivière. Rien de tel que la répétition des choses, bien sûr. Voilà, on va changer. Alors, à ne pas oublier, une patiente qui se plaint de lourdeur du bras, même si vous ne voyez rien sur le coup, à l'examen clinique est complètement négatif, mais vous avez une plainte fonctionnelle majeure, déshabillez les patients, globalement, et regardez pas seulement les mains, regardez au niveau proximal, parce que parfois l'œdème commence vraiment très proximal. Merci. Très bien. Merci tout le monde. Donc nous sommes dans les temps et je crois que Ruben, tu veux prendre la parole pour annoncer le reste du programme de la soirée et demain. D'abord, merci d'être resté en salle cet après-midi. On va ensuite se retrouver à 20h près du restaurant Le Coquillage qui est en bord de plage pour
un cocktail et ensuite on enchaînera sur le dîner, sur le restaurant principal, celui où on a déjeuné à midi. Et demain, rendez-vous à 9h pétante en salle, c'est-à-dire plutôt 9h moins le quart devant la salle. Bonne soirée. Merci à tous les orateurs et à l'audience. Merci. Merci bien. Merci.